Je vais commencer. Merci déjà à vous tous d'être là et puis à Olivier et à Thibaut de m'avoir convié. Et puis un chaleureux remerciement également au docteur Dagorn, en fait, qui est l'instigateur de cette session spéciale sur les biomarqueurs et qui m'a proposé de présenter cet article sur l'hépatocyte growth factor. Donc, bon, quelques généralités sur le sujet. Bon, l'amylose cardiaque est une pathologie dont on voudrait toujours bien préciser le diagnostic et le pronostic, bien sûr. Éventuellement distinguer les formes AL des formes TTR, hein, et pour l'instant, on a quand même sur au-delà de l'électrophorèse et autres, on a une difficulté à les distinguer. Il y a des biomarqueurs dont on vient de parler juste avant, hein, tels que le proBNP atropoline qui semble signifier l'atteinte myocardique, la décompensation myocardique, mais qui n'ont pas trop de spécificité entre les pathologies. Et pour ce qui me concerne, là, l'hépatocyte growth factor, c'est intéressant. Il a déjà été décrit dans d'autres modèles de cardiopathie comme étant élevé en cas d'atteinte myocardique, puisqu'en fait, il a un rôle de cytokine qui vise plutôt à la réparation myocardique et potentiellement donc, est un bon candidat dans notre modèle de pathologie où il y a une atteinte un peu chronique et probablement que les mécanismes du vivant vont essayer de contrer la pathologie. Alors pour ça, j'ai un petit peu une astuce, en tout cas une particularité sur cette présentation, c'est pour ceux qui n'ont pas de notion sur les analyses par biomarqueurs, et notamment les protéomiques, hein, un peu ces nouvelles technologies là, qui nous permettent d'aller un peu à la pêche, entre guillemets, que ce soit pour des protéines, pour des métabolites, pour des gènes. Et ben, les analyses en omique, elles sont à peu près toujours construites de la même façon. Alors, souvent des cohortes plutôt prospectives, mais on peut le faire en rétrospectif. Et surtout, c'est des cohortes qui sont divisées en deux, avec tout d'abord une partie de la cohorte qui va être utilisée pour entraîner un modèle et identifier des marqueurs d'intérêt, et puis une deuxième cohorte qui va être utile pour valider. Alors, vous allez me dire, ça c'est quelque chose qu'on voit aussi en imagerie ou bien des fois en interventionnel même maintenant. Mais c'est vraiment le principe même de toutes ces études omiques. On va les développer et les valider sur des corps de validation. Et donc là, on a une étude qui finalement ne regroupe pas tellement de patients, mais ça peut suffire pour notre analyse. Vous voyez, il y avait 12 ATTR, 5 patients avec une insuffisance cardiaque, 16 contrôles. Et pour la validation, on a associé à des ATTR des AL, et puis des insuffisants cardiaques et des contrôles également. Alors, qu'est-ce que c'est que cette protéomique? En fait, c'est des kits énormes. Alors là, cette fois-ci, on ne parle pas juste d'aller faire la troponité ou I et le proBNP, mais là, cette fois-ci, c'est des kits de 92 ou 91 protéines qui vont être enfin, appliquées pour tous les patients. Et donc, ça vous fait 276 protéines. Et on va essayer d'en identifier les protéines pour lesquelles il y a du signal par rapport au groupe de patients qu'on veut analyser. Et là, la première figure de l'étude, c'est vous montre les 19 meilleurs candidats qui permettaient de distinguer. Et on voit en fait avec le heatmap, là, plus c'est rouge, plus c'est élevé, plus c'est bleu, plus c'est bas. On voit qu'on arrive à distinguer les patients ATTR, des heart failure et des healthy controls. On a surtout une bonne distinction entre les healthy controls et les autres, et quelques petites nuances au niveau des heart failure et des ATTR. Et quand on regarde un peu dans le détail, après, ça c'est une façon de représenter sur la gauche, et à droite, on a des choses qui nous parlent un peu plus avec Boxplot. On voit pour le HGF qu'il y a effectivement des différences significatives entre les ATTR et les heart failure et les contrôles. Et c'est à peu près là où il y avait le maximum de signal. À partir de là, et de ces 19 protéines, elles sont analysées donc de façon classique. Cette fois-ci, on n'est pas obligé de traiter avec les 272 protéines en tout, donc c'est moins coûteux de le faire sur la cohorte de validation. On va tester tous les protéines qui semblaient apporter un signal. Et là, donc, je vous propose de regarder donc, sur la droite les box plots qui correspondent en fait à différentes molécules qui étaient identifiées. Il y a du TGF, du TNF, des choses, de la galectine 9, hein, les choses qu'on connaît. Et puis le fameux HGF qui est ici, je vous ai agrandi là. Et le HGF, quant à lui, on voit bien qu'il est augmenté dans les amyloses, et il est augmenté de façon significativement plus importante dans les amyloses AL par rapport aux ATTR. Dans ma présentation, j'ai fait un peu une impasse sur la présentation de la population. Il faut savoir quand même que vous avez presque classiquement, hein, comme attendu, 15 ans de plus, hein, les patients TTR par rapport aux AL.
et qu'il y avait quand même un marqueur biologique qui se distinguait entre les AL et les ATTR, c'est que le pro-BNP était bien plus élevé chez les patients qui présentaient une amylose AL. Alors, ils sont surtout intéressés donc à ce marqueur-là, le HGF, le Hepatic Growth Factor, pour voir un petit peu s'il avait une relation avec des marqueurs un peu plus cliniques, en tout cas, des approches, et notamment à la fois clinique et de remodelage. Et vous voyez en haut, en A, là, un peu la différence qu'il peut y avoir entre les patients NYHA 1 ou 2 par rapport aux 3, où l'AGF il va être augmenté de façon significative. Alors bien sûr, hein, quand on voit le nuage de points, on n'est pas du tout sur un seuil qui va permettre de distinguer formellement les choses, mais il y a un signal, et donc ce marqueur, il est porteur d'une information en fait clinique. Il est porteur également d'une information sur le niveau de compensation, ou de décompensation plutôt, de la cardiopathie. Alors non pas en termes d'augmentation de la masse, parce qu'on voit que la masse, elle est identique dans les deux groupes. Par contre, quand il y a une altération de la fonction ventriculaire gauche ou quand il y a une hypertension pulmonaire, on voit que ce marqueur il est augmenté. Après, je vous laisse apprécier les nuages de points. On trouve des liens entre la GF, la fonction VG et la pression artérielle pulmonaire moyenne. Mais bon, c'est vraiment ici une approche purement statistique, hein, quand on voit un nuage de points aussi éparse, avec des échelles logarithmiques, on ne va pas pouvoir en faire un marqueur clinique. Ensuite, il a été testé, et différents marqueurs biologiques ont été testés par rapport au pronostic. Il y avait quand même 20 décès sur ces 120 patients, suivis sur un peu moins de 2 ans. Et on voit en fait que les marqueurs qui ont le meilleur R sous la courbe, donc plus la courbe va être vers le haut et la gauche, plus notre marqueur il permet de prédire, ou il est spécifique de la mortalité. On voit que le HGF est à 0,80 et il est suivi, ou même égal à la ProBNP à 0,80 également et à la troponine. Et on a des courbes comme ça avec un seuil, cette fois-ci dichotomique, seuil de 364, ça ne représente rien pour nous, mais c'est le meilleur seuil qui permet de distinguer effectivement les malheureux patients qui vont mourir au cours du suivi. Vous voyez la mortalité qui est vraiment catastrophique chez ces patients-là par rapport aux patients qui ont un GF bas. Donc ceux qui ont un GF augmenté vont avoir une plus grosse mortalité. Finalement, quand on lit papier, en fait, on a à peu près les mêmes hazard ratios pour le pro-BNP et la troponine dans cette même cohorte. Alors le résultat, c'est que l'AGF, c'est un marqueur quand même qui diagnostique et donc plutôt pronostique. Alors bien sûr, c'est des petites cohortes, donc il faudra étayer les choses. Il est différentiel entre la TTR et l'amylose AL, donc ça peut être une piste d'intérêt et qui peut traduire d'ailleurs en fait des réponses différentes de l'organisme et des cardiomyocytes au stress lié au dépôt amyloïde. Il est assez similaire malgré tout sur cette étude exploratoire au ProBNP et à troponine. On va pas déboucher le champagne tout de suite aujourd'hui. Et il nécessitera bien sûr des plus grosses cohortes. La principale limite, c'est que c'est une petite étude et c'est assez exploratoire. Néanmoins, et je trouve qu'il est assez intéressant, l'AGF, quand on regarde un peu ses effets biologiques, et cette figure, elle nous les traduit, c'est assez rapide à lire. On voit que ça bloque la fibrose, ça bloque l'apoptose, ça bloque l'autophagie, ça bloque l'inflammation. Donc ça, c'est plutôt bien quand on a un mécanisme pathologique. Et par contre, ça favorise l'angiogénèse et ça favorise la régénération. Donc on est sur une molécule qui va s'exprimer en fait en compensation, toujours probablement en rétrocontrôle à une agression myocardique pour essayer d'aller vers le mieux. Après, c'est comme le pro-BNP, c'est probablement un marqueur qui dit que plus elle est élevée, plus ça ne va pas, et donc des mécanismes biologiques s'activent s'actionnent pour essayer de contrer la pathologie, et pour ce qui nous regarde ici, les dépôts amyloïdes. Et donc c'est peut-être là qu'on pourra être amené à utiliser ce marqueur si on développe un peu mieux pour en faire un marqueur de décompensation, un marqueur de bonne réponse aux thérapeutiques ou éventuellement de patients qui présenteraient un meilleur pronostic selon les thérapeutiques proposées et donc d'affiner un petit peu la caractérisation de nos malades. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation. C'est vrai que c'est un article très intéressant. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'essayer de différencier la population d'amylose cardiaque d'une population plus générale d'insuffisance cardiaque. Et je voulais savoir du coup leur population d'insuffisance cardiaque, comment ils les définissaient. Est-ce qu'il y avait un seuil de fraction d'éjection? C'était que des FE altérés ou pas? Tu me poses un petit piège là, et c'est vrai qu'en fait, autant la caractérisation des patients amylose était exceptionnellement bien faite, j'avais relevé, ils étaient tout au maximum du diagnostic. Les insuffisants cardiaques de mémoire, c'était des patients avec des altérations de la fraction d'éjection, principalement, mais là, c'est vrai que faudrait que je replonge dans
dans le document. Alors, il y avait quand même des. Je pense que ce travail-là, il doit faire partie d'une étude un peu protéomique, un peu plus large. Il n'y a peut-être pas que la protéomique qui a été faite, parce que tout n'a pas été complètement décrit dans le papier, quoi. Ok. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que c'est une population, c'est les patients FE altérés pour lesquels peut-être on rate des diagnostics parce que ils ont aussi une coronaropathie, une arythmie ou autre, et qu'on pense un peu moins souvent à amylose que sur l'ICFEP. Et c'est vrai que si ce marqueur arrive à différencier les amyloses, parce que la NT-proBNP, pour le coup, est quand même souvent élevée chez ces patients-là, donc ça peut être intéressant de les différencier. Alors, ouais, je viens de relire le truc, j'ai dit une bêtise. En fait, il n'y avait que 15% des gens qui avaient une altération de fonction VG. Et le critère pour les inclure, les patients insuffisants cardiaques, c'est qu'ils avaient tous eu l'amylose qui avait été éliminée. Ok. Et moi, je me demandais, ceux qui décèdent avec le marqueur élevé, c'est pas tous les AL. Est-ce qu'on Non, c'est distingue? voilà, pour info, c'est une petite étude, une petite cohorte pour faire du suivi. Malheureusement, ils ont fusionné les deux. Le détail n'est pas rapporté parce qu'il ne devait pas y avoir de signal en fait pour distinguer. Ouais. C'est pas que les AL. Pour faire la courbe, ils ont mélangé TTR et AL. Donc ça, c'est un peu une pirouette aussi. Bon, après, il fallait bien proposer des informations. C'est assez exploratoire comme travail. Et je vois Thibaut qui met sur le chat qu'effectivement, c'est validé hein, ce HGF dans d'autres pathologies hein, où il y a des situations pathologiques myocardiques principalement, mais valvulaires et pas aussi de growth factor forcément hépatique aussi. Et ouais. Beaucoup sur le remodelage. Moi, je vois ça beaucoup sur le remodelage en sciences fondamentales. On ne sait pas s'il y avait beaucoup de patients en fibrillation atriale, parce que... Non, peut-être pas. Ben, je peux vous le rapporter. Je ne sais pas Pour le par cœur coup, non plus. on a l'impression qu'ils ont plus de signes droits, les amyloses en FA, avec du coup foie cardiaque, effectivement, élévation des marqueurs, que ce soit sur le fibroscan ou Voilà. donc Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas un marqueur qui va se libérer forcément avec l'AFA là, pour le coup, normalement, le HGF. Alors que le ProBNP, il le serait. Là, j'ai les chiffres là, sur le tableau de la description de la population. Il y avait 59% des TTR qui avaient de la fibrillation atriale en space permanent ou persistant, seulement 13% des AL et 56% des insuffisants cardiaques. Donc, voilà. Alors que pour autant, le gradient de ProBNP, il ne va pas dans ce sens-là. Il va très élevé à 4800 dans les AL, 1500 pour la TTR et seulement 600 pour les insuffisants cardiaques. Après, il y a aussi un détail, c'est que ces patients-là, normalement, ils sont compensés hein, parce qu'ils arrivent dans un centre tertiaire enfin, ils sont compensés, ils sont stabilisés pour discuter en fait à la base les thérapeutiques spécifiques. ok. Alors probablement que les AL le sont moins que les autres, mais voilà. Avec euh, l'hépatique, est-ce que indépendant, Excuse-moi, mais j'entends pas très très bien. Thibaut demandait si ça avait un rapport avec le foie cardiaque. Est-ce que c'est un marqueur qui est proportionnel à l'atteinte hépatique? Non, et il ne me semble pas que ce soit un marqueur. J'ai pas vu ça en tout cas. Après, je suis pas le grand spécialiste de l'HGF, mais j'ai le sentiment que c'est plus un marqueur qui va augmenter de façon avec une libération liée à l'organe qui souffre en fait. Mais je ne suis pas le spécialiste, hein, clairement. La distinction entre les TPA et les TAL, c'est parce que les patients étaient graves Ils sont un peu plus graves. Dans les AL, ils sont pour un gros tiers en NYHA3. Alors, c'est pas le cas dans les TTR. Ils sont plus jeunes. Et puis, bon, du coup, dans la description de leur population, ils disent bien que c'est ces patients qui viennent pour avoir leur traitement. On voit bien que c'est jamais la même urgence de traiter un patient avec une amylose AL qu'avec une TTR. Et donc, ils sont manifestement plus jeunes et plus graves, ces patients AL. Alors, est-ce que le HGF est plus augmenté de fait de ça? Hein. On est très difficile de le. C'est pas ajusté, hein, donc c'est pas ajusté au ProBNP, c'est pas ajusté à la clinique. On est quand même sur une petite cohorte. Donc, cette différentielle qu'on observe entre l'amylose AL et l'amylose TTR sur le dosage du HGF, elle reste très exploratoire.
Je crois qu'il faut retenir du papier là que c'est un marqueur biologique qui a un sens sur le plan de ce qu'on en connaît de la science fondamentale sous-jacente, hein, puisqu'il c'est un cytokine plutôt protectrice, réparatrice de la lésion, et qu'il y a un signal qui est cohérent avec la clinique et avec le pronostic chez nos malades, quoi. Ils n'ont pas regardé s'il y avait des corrélations avec des paramètres échographiques. Si, fonction VG, oui, masse VG, non, PAPS, oui, Après, pression pulmonaire, oui, c'était ça. PAPS, oui, ça l'était, ouais, Décorrélé. exponentielle. Ouais, ça correspond avec ce qu'on voit sur le score YHA des patients. Je ne sais pas s'il reste d'autres questions. A priori, non. On va pouvoir conclure du coup. Merci beaucoup à vous tous, aux orateurs et aux modérateurs, et à ceux qui nous écoutent. Et on vous donne rendez-vous le 9 octobre pour la prochaine session de Bibliose. Merci.